Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis comme à l'habitude ravi de vous retrouver pour cette soirée spéciale reliance. On va dédier la reliance aux Ogham. Ça va se prêter totalement à notre travail d'évolution spirituelle, d'ascension, du chaos vers l'équilibre, de l'équilibre vers l'harmonie, de l'harmonie vers la transcendance. Que sont les Ogham, allez-vous me dire d'une voix unanime? Les Ogham, c'est sont un ensemble de symboles qui constituent un très ancien alphabet. Enfin, il n'est pas si ancien que ça, puisqu'il date à peu près de du 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ. Et c'est un alphabet gaélique, donc des premiers Irlandais catholiques. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont ni les Celtes, ni les druides qui ont amené les Ogham ou créé les Ogham, eh bien c'est gaélique. Et c'était un alphabet sacré. Et qu'est-ce qu'un alphabet sacré? Ben, c'est un alphabet qui est censé transmettre un enseignement sacré. Et comme ce qui est sacré est secret, eh bien évidemment, ça devait être décodé que par ceux qui avaient les clés de la compréhension des Ogham, puisque le sacré, par définition, est ce qui ne doit être profané ni par l'acte, ni par le regard du non-initié, donc dit du profane. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on définit quelque part, le sacre. Et c'est intéressant puisqu'on est dans une période encore où le développement personnel, dans ses balbutiements, était très ésotérique. C'est-à-dire que c'était un développement personnel qui était réservé aux initiés. Et vous savez, comme je vous l'ai expliqué il y a de longs moments déjà, et que je vous rappelle très souvent, ce n'est que vers 1700, donc 18e siècle, que le développement personnel a commencé à pouvoir être accessible aux non-initiés, et ce par l'école dite mentaliste, l'école du in mentis, qui a fait, je dirais, une brèche entre le sacré du in spiritu de l'Église et le mécanique de la science du in corpus. Donc le monde était séparé entre ce que comprenait l'Église et ce que comprenait la science. Il n'y avait pas de place pour le développement personnel profane. Le développement personnel était le fruit de ceux qui étaient initiés. Donc, en l'occurrence, à l'époque, on était en pleine alchimie spéculative qui avait pour but de créer non pas uniquement le grand œuvre par la transmutation du plomb aurifère en or, mais surtout la transmutation de l'individu en la meilleure version de lui-même, mais ce, de manière initiatique, de manière sacrée et donc secrète. L'école mentaliste qui a fait du développement de l'individu, quelque part son créneau, puisque l'école mentaliste était une école à la base philosophique puis pratique, qui a prôné le développement des capacités de chaque individu sans passer par une initiation, qu'elle soit religieuse ou mystique, donc initiatique. Voilà. Revenons donc à nos Ogham. Ces Ogham sont un ensemble de symboles, comme je vous ai dit, symboles à la base d'écriture sacrée, qui avaient pour but de cacher et de transmettre des enseignements secrets et sacrés chez les gaéliques, donc ces premiers Irlandais. On est au 5e et au 6e siècle. Alors, les Ogham, comme je vous ai dit, ne sont ni druidiques ni celtiques, bien qu'ensuite les druides vont les utiliser parce que on utilisait pour les Ogham souvent des gravures sur des morceaux de bois. Alors, à quoi ressemblent les Ogham? Je vous ai trouvé un petit alphabet ici sur papier. C'est pas le top, mais ça vous donnera une idée. Les Ogham, si vous voulez, ça commence entre guillemets par une ligne, et sur cette ligne, vous allez faire des traits traversants pour la plupart. Ils sont d'ailleurs quasiment tous traversants chez les Ogham. Et ces traits qui traversent cette ligne, eh bien, vont indiquer une lettre. Voilà donc un des alphabets d'Ogham. C'est un des premiers. Celui-là, il y en a eu plusieurs déclinaisons. Et il ne va pas sans rappeler cet alphabet, il ne va pas sans rappeler l'alphabet runique des Vikings, alphabet runique qui est beaucoup plus connu
qu'on trouve un petit peu partout, même dans les jeux de rôle, on va déjà trouver des alphabets runiques. Là, je vous ai récupéré, si je le retrouve, sans être obligé de loucher sur mon bureau, un jeu de cartes avec des runes. Là, c'est un jeu de cartes là, qui sert par exemple à l'apprentissage des runes et à l'utilisation des runes dans un tirage. Voilà quelques exemples de runes. Je pense que vous les voyez bien. Hein. Voilà donc quelques runes. Voilà. Mais si vous remarquez bien, on va arriver, bon, celle-ci étant assez intéressante en Z, on va arriver ensuite, celle-ci qui représente comme un R, voilà une autre rune assez connue, celle-ci est aussi Petro est assez connue, mais une des plus connues va être Algiz, qui est celle-là. Ici, c'était l'alphabet runique viking, à peu près de la même époque, même précédent un petit peu. Donc les oghams vont y ressembler, d'autant plus que dans les runes, vous allez trouver certaines figures, comme celle-ci par exemple, qui sont finalement les mêmes que pour certains oghams. Hein. Une ligne centrale traversée par un trait horizontal, incliné ou plusieurs traits. Alors les runes, bien évidemment, vous les connaissez ici, on peut faire des tirages runiques, mais un jeu de cartes de runes n'a pas une utilité divinatoire énorme, c'est plus, je dirais, touristique, c'est plus pour l'amusement que j'ai ce jeu. Je n'avais pas d'ogham sous la main, je vous ai donc trouvé un jeu runique, mais un jeu runique, lui, par contre, initiatique. Et là, vous verrez que les runes, dans ce cas-là, vont être gravées dans du métal. Et voilà, par exemple, un jeu de runes qui peut servir de façon divinatoire, mais qui va plutôt, dans ce cas-là, servir pour des rituels celtiques et druidiques. Et à l'époque, ce jeu de runes, effectivement, je l'avais fait fabriquer, ça ne me rajeunit pas, il y a à peu près une vingtaine d'années, pour un ensemble de rituels, et au même titre que mon tarot, que j'avais aussi fait fabriquer sur mesure et que les élèves connaissent bien. Voici le jeu de runes, effectivement, il était gravé à mon nom derrière, et ce jeu runique a vu pas mal de rituels. Donc les oghams, on peut les utiliser pareil, à la différence que les oghams sont rarement faits sur du métal, ils vont avoir plutôt tendance à être faits sur du bois, sur des petits bouts de bois. Et ces petits bouts de bois, eh bien, vont être de cette taille à peu près, hein. On fait juste une face un petit peu lisse, on fait un trait au centre, et on va faire les traits de l'ogham. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette ligne de bois, eh bien, vous faites en haut une pointe de flèche allant vers le bas, et en bas une pointe de flèche allant vers le haut, et ça indique que le message, là, les lettres vont être gravées dans cet espace. Donc, on va utiliser aussi les oghams à titre divinatoire. Ils sont fêtés le 18 et ils sont très reliés à un ancien dieu gaulois qui était le dieu Ogma, Ogham Ogma, qui était le dieu de l'éloquence, le dieu de la parole. Et alors ça c'est intéressant parce que c'est un dieu qui était beaucoup vénéré par les bardes, par les chanteurs, et qui était vénéré par les files. Et les files, à l'époque, étaient des bardes, devins et guérisseurs. Et de là, l'utilisation progressive par ces bardes de petits bouts de bois avec cet alphabet, les oghams. Et plus tard, on va avoir des oghams associés non plus qu'aux bois et aux arbres, mais on va avoir des oghams associés aux oiseaux, des oghams associés à des minéraux, des oghams associés à un petit peu tout. Mais l'ogham de base est une écriture qui va être associée à un symbole, à un principe hermétique, et aussi à un jour, ou plutôt une petite période de l'année. C'est presque comme un signe du zodiaque, mais en plus petit, hein, une dizaine de jours, puisqu'il y a une bonne vingtaine. Selon les alphabets, il y a un peu plus de 20 oghams, et selon certains alphabets, il y en a 24, 28, ça va dépendre après des variants. Je vous ai parlé tout à l'heure de la manière d'écrire les oghams, mais symboliquement, ils sont intéressants. Je vous ai dit, c'est une ligne perpendiculaire au sol, hein, qui a en bas une flèche qui va vers le haut, et en haut une flèche qui va vers le bas. Et pour écrire vos oghams, vous commencez d'en bas. Et donc, en ça, l'ogham symbolise
totalement le travail que nous faisons d'élévation, puisque ça part de la terre pour aller vers les cieux. Ça part de la cité terrestre, matière, pour aller vers la cité céleste. Et en ça, c'est totalement représentatif du travail de reliance et, je dirais, d'élévation qu'on essaye tous de mener en même temps que nos vies et sur lequel on travaille et auquel on s'attelle durant ces reliances, qui sont, je le rappelle, une méditation énergétique de groupe en hyperconscience multidimensionnelle dans le but de créer un égrégore puissant, régénérateur et guérisseur et un égrégore d'évolution. Et la flèche du haut, par contre, qui définit la fin de l'ogame, puisqu'il y a une flèche comme ça, eh bien, elle montre quand même l'arrêt de l'humain qui reste humain dans son évolution de l'équilibre vers l'harmonie. Donc l'harmonie étant l'immanence, finalement, la meilleure version de l'humain dans sa version humaine, une fois qu'il a trouvé cette sagesse. Et les ogames, dans leur écriture, étaient totalement symboliques. D'autant que, comme c'est relié à Ogma, le dieu de l'éloquence, et donc le dieu du verbe, on voit bien là-dedans comment le verbe amène l'homme à l'évolution. C'est donc l'évolution par le verbe, par la parole, mais le verbe est dans l'Apocalypse selon Saint Jean le début. Au début, il n'y avait rien, puis le verbe. En creusant plus profondément, on retrouve même ce principe biblique du verbe créateur, qui est la parole qui est compréhensible par l'homme, la parole divine rendue intelligible, traduite. La traduction du verbe, c'est le rôle du scribe qui traduit la parole pour Pharaon, par exemple, représentant de Dieu sur terre dans toute la mythologie égyptienne. En ça, nous voilà associés ce soir à cette évolution de bas en haut, de la matière vers l'immatière, de la cité terrestre vers la cité céleste, et ce par le verbe. Donc ce verbe qui finalement relie les hommes à Dieu va symboliser cette élévation de conscience vers laquelle on tend tous, surtout par la pratique de la reliance. Et cette recherche atteinte d'une forme de sagesse dont on a tant parlé avec le live sur les 4 piliers de la sagesse, eh bien cette sagesse, cette élévation de conscience, là aussi symbolisée par ces ogames, par ce verbe qui relie l'homme à Dieu, eh bien, cette élévation de conscience, c'est avant tout une expansion de la compréhension de tout ce qui nous retient, je dirais matériellement, et qui nous empêche d'avancer. Élever sa conscience, c'est comprendre ses traumas, c'est comprendre ses manques, comprendre ses besoins, comprendre ce que l'on est et ce que l'on n'est pas, au-delà de ce qu'on voudrait être et ce qu'on voudrait faire croire que l'on est, c'est comprendre ces 4, je dirais, coins du labyrinthe que sont nos besoins d'avoir, nos besoins de paraître, nos besoins d'appartenir et nos besoins de faire, au lieu de laisser se faire. L'élévation de conscience, c'est pas quelque chose d'aussi mystique que ça, c'est accessible à chacun dans des proportions qui sont propres à chacun et dans un timing qui est aussi propre à chacun. On doit laisser le temps aussi de son évolution. Rien ne sert de vouloir l'accélérer ou la provoquer. Cette ascension est quelque chose qu'on laisse se faire. On a juste à, par notre travail initiatique, non mystique, à mettre en place les conditions pour que cette élévation, cette ascension, ce travail du chaos vers l'équilibre, de l'équilibre vers l'harmonie, je vous renvoie directement au live de la fois précédente. Notre but est de mettre en place les conditions pour, c'est la méditation ou les méditations, les ascèses, la lecture de textes et le travail sur les rêves et le sommeil. On a beaucoup vu les méditations c'est-à-dire méditation en soi, méditation à l'extérieur de soi, mais un état de conscience méditatif qui consiste globalement à faire silence en soi et écouter. Au-delà des aspects techniques de la méditation qu'on a déjà exploré, méditation en scanning, méditation concentrée, méditation dans l'acte, méditation de reliance, ça ce sont des méditations en soi, même si pour la méditation reliance, il y a aussi tout le côté énergétique. Mais il y a aussi les méditations sûres. Alors que sont les méditations sûres? Les méditations sûres, c'est un état de conscience particulier que vous allez atteindre en travaillant sur un texte, sur un mantra,
sur un champ. Alors, il y a une différence entre travailler sur un texte, sur une phrase par exemple, et travailler un mantra ou un chant qui est là, donc pour induire en vous un état de conscience un peu particulier. Depuis pratiquement 1 an et demi, j'ai mis en place un exercice pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Pascal de Clermont sur Facebook. J'ai mis un exercice qui s'appelle la méditation Theta interactive. Alors, cette méditation elle se présente sous la forme d'une phrase qui est mise en place et qui est donnée chaque jeudi. Alors, à quoi sert cette phrase? C'est pas une phrase qui a pour but de vous faire réfléchir consciemment. C'est une phrase qui a pour but de vous faire travailler une technique qui s'appelle la méditation Theta interactive. Et je pense que certaines et certains d'entre vous sont passés à côté en voyant simplement cette phrase sans lire le texte qui allait avec. La méditation Theta interactive, c'est une forme de méditation sûre, en état Theta, et dans lequel vous allez avoir une véritable action et une véritable interaction. D'où le nom méditation Theta interactive. Ça a pour but de vous déconditionner, de vous sortir de la normopensance, de vous sortir des conditionnements habituels pour faire travailler des parties beaucoup plus profondes en vous, pas forcément des parties mystiques ou spirituelles, mais aussi des parties matières, et vous faire travailler profondément sur les plans conscients et inconscients, avec une expansion de vos plans de compréhension, de vos plans de perception et de vos plans de conscience. Alors comment est-ce que cela se fait? La phrase, par exemple, de cette semaine, c'est « Comment valoriser et capitaliser sur nos différences sans les transformer en inégalités ». Voilà la phrase qui a été mise jeudi, et vous verrez pourquoi jeudi, qui va être finalement le socle de votre méditation Theta interactive. Et sur quelle base se fonde la méditation Theta interactive? La méditation Theta interactive demande déjà d'avoir pris conscience que l'éveil est très loin d'être l'état dans lequel vous êtes le plus éveillé. L'état dans lequel vous êtes le plus éveillé, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est le sommeil. Alors, pas n'importe quel moment dans le sommeil, en onde lente, par exemple, vous n'êtes pas spécialement dans une hyperconscience particulièrement aiguë et précise et affûtée, mais dans tout ce qui est état θ, état de rêve lucide. Il faut bien comprendre, et ça je vous l'ai dit, je dirais plein de fois, c'est que la plus grande discipline de développement personnel que vous puissiez trouver, c'est le sommeil. C'est pour ça qu'en formation, les élèves travaillent dès le niveau 2, le rêve lucide. Et puis après, les états d'expansion de conscience hypnagogique, mais ça c'est encore autre chose. Et θ, c'est cet état que vous avez lorsque vous êtes à la limite du sommeil et de l'endormissement, qui est un état que je chéris particulièrement, et j'ai fait plusieurs lives sur l'état θ et tout ce qu'on pouvait faire à partir de ça. Lorsque vous êtes dans le sommeil, dans ces phases de sommeil dit paradoxal, vous avez une hyper-conscience extrêmement aiguë et un accès à d'incroyables et d'énormes ressources conscientes et inconscientes. Je pourrais dire que le véritable sommeil de votre conscience, c'est pendant que vous êtes soi-disant éveillé. Et c'est en ça que l'individu, l'être humain, est si conditionnable, prévisible, manipulable, parce que finalement, il pense être hyper conscient dans l'état où il est le moins affûté, il est le moins éveillé en état d'éveil, il est loin, très très loin d'avoir une hyperconscience. Donc, la méditation θ va profiter finalement de cet état d'hyperconscience pour vous faire travailler sur des thèmes extrêmement particuliers. Cette méditation θ interactive, elle a pour but de vous libérer de votre handicap, vous libérer de votre conditionnement éveillé de normopensance, de bons et honnêtes humains qui ont été bien conditionnés pour être des travailleurs soumis et des consommateurs addictifs, et pour vous libérer de ça dans un état de conscience où vous pouvez enfin réfléchir sur des points extrêmement précis, parce que il est aussi très pratique de prendre l'être humain, de noyer sous des tâches, des responsabilités, des crédits, pour lui maintenir bien le nez dans le guidon, de manière à ce qu'il ne puisse pas avoir le temps de penser à autre chose que comment résoudre ces petits problèmes
et en essayant de résoudre ces petits problèmes, il n'essaye pas de s'allier avec d'autres pour résoudre de grands problèmes et il ne voit pas ce CE et ce CUX qui le manipulent, qui le conditionnent et qui finalement en font une marionnette. Donc, si vous voulez vous libérer de cette espèce de carcan de conditionnement, de normopensance, eh bien, vous pouvez le faire dans le sommeil. Et c'est là où vous aurez accès à vos meilleures et vos plus grandes capacités. Tous ces espèces de règles, tout ce qui fait que l'on n'arrive pas à sortir des sentiers battus, que l'on n'arrive pas à avoir cette fameuse pensée transversale, mais pas une pensée transversale intellectuelle, une pensée transversale spirituelle, une spiritualité transversale finalement. Qu'est-ce que la spiritualité transversale, au même titre que la pensée transversale? Eh ben, c'est une spiritualité où on explore des cheminements moins connus, plus initiatiques, plus cachés, de manière finalement à mettre en place les bonnes conditions pour laisser se faire ce passage du chaos à l'équilibre, de l'équilibre à l'harmonie, et dans le travail que l'on fait, de l'harmonie immanente à la transcendance. Comment se déroule la méditation theta interactive? Vous allez voir, pour certains, ça va vous rappeler un peu le processus que l'on utilise lorsqu'on veut travailler sur les rêves lucides. Vous le retrouverez chaque jeudi lorsque je vous donne la phrase sur laquelle je vous propose pour travailler votre méditation theta interactive pour la fin de la semaine. Eh bien, vous avez tout le protocole qui est mis chaque fois. Je vous rappelle le protocole brièvement. Cette phrase, eh bien, vous allez la copier, entre guillemets, sur votre téléphone ou faire une copie d'écran. Et maintenant, attention, cette phrase, pour que vous puissiez la lire et que vous puissiez vous en imprégner pour que votre esprit travaille dessus pendant la nuit, il va falloir faire une forme de conditionnement, d'imprégnation et de saturation aussi. Vous allez vous dire que chaque fois que dans votre champ visuel, vous allez voir les paumes de votre main apparaître. Quoi que vous fassiez, que vous soyez au travail, vous fassiez des courses, que vous soyez à la plage avec vos amis, vous prenez votre téléphone ou le papier imprimé et vous relisez 3 ou 4 fois de suite mentalement, en conscientisant bien chaque mot, la phrase et l'image, parce que l'image est faite pour aussi aider. Le but va être de la lire de manière aléatoire entre 5, 10, 15, 20, 30 fois dans la journée. Et ça, à partir de jeudi, vendredi, samedi. Et le samedi soir, au moment où vous allez vous endormir, eh bien vous relisez cette phrase. Alors, ça peut être le dimanche soir comme le vendredi soir, hein, si vous faites la fête le samedi. Faites-le plutôt le dimanche soir. Vous allez relire la phrase et vous allez vous endormir sur cette phrase. Et ça va avoir comme conséquence que votre cerveau, dans ces états θ d'hypercréativité et d'hyperconscience, va vous faire travailler sur cette problématique, va vous amener à des prises de conscience, va vous amener à un véritable travail mental de méditation θ interactive et va vous apporter tout un ensemble de réponses et de nouveaux éclairages, peut-être un petit peu différents de ceux induits par la phrase. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que votre cerveau travaille. Si vous voulez le mécanisme pour les nuits θ, je l'ai dans le bouquin Révéler le mentaliste qui est en vous, hein, des éditions Le Duc. Mais là, ce protocole de méditation θ interactive, il est extrêmement puissant. En général, les premiers résultats arrivent selon les gens, vendredi soir, samedi soir ou dimanche. Et à partir de là, bien évidemment, comme à l'habitude, vous prenez un cahier et vous notez semaine X la phrase et les résultats que vous avez obtenus pour tenir un journal de vos prises de conscience, votre évolution et tout ce que va vous amener la méditation θ interactive. Ça peut vous arriver aussi sous forme de flash, hein, les informations. Donc l'idéal, c'est d'avoir votre téléphone en mode dictaphone, hein, dans ce cas-là, même le soir. Donc j'espère que vous allez un peu plus, pour certaines et certains, vous plonger dans cette méditation θ interactive qui finalement, au bout d'un moment, devient vraiment un automatisme d'évolution, un automatisme de progression, un automatisme d'élévation et un automatisme là pour vous aider de passer du chaos à l'équilibre, de l'équilibre à l'harmonie. Je vous remercie, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre et pensez, si vous le souhaitez, à vous abonner pour ne pas louper ce qui se passe sur la page des formations et sur la page Pascal de Clermont. Merci à toutes et merci à tous. À très bientôt.